Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très belle journée. Un autre épisode, cette fois-ci pour mes courtiers hypothécaires, mes collègues. Aujourd'hui, guys, j'ai eu l'honneur d'interviewer Hugo Neveu. Pour les gens qui ne connaissent pas Hugo, c'est une personne extrêmement intéressante. Hugo Neveu, je l'ai rencontré il y a 4 ans au Palais de Congrès de Montréal. Il a fait une présentation sur l'image. Le titre de sa présentation, c'est L'image vaut 1000 mots. M-A-U-X. Et cette présentation m'a piqué la curiosité. Et aujourd'hui, si je suis rendu la personne que je suis, c'est un peu grâce à cette présentation. Il m'a beaucoup inspiré. Et aujourd'hui, j'espère que cet épisode va vous inspirer. J'ai hâte de vous présenter Hugo Neveu. Pour finir, guys, cet épisode a été sponsorisé par mon nouveau commanditaire, Finmo. Finmo, c'est une compagnie qui aide les courtiers hypothécaires à faciliter vos communications avec les clients. Donc, c'est vraiment un service à la clientèle pour les clients directement. C'est-à-dire, Finmo s'occupe des messages textes, envoyer des courriels, placer les documents, envoyer les documents, tout à travers leur plateforme. C'est un CRM pour transiger avec vos clients. Guys, c'est un must. Combien de fois ça vous arrive d'oublier un suivi avec le client parce que vous êtes extrêmement occupé, ça prend trop de temps pour faire un courriel ou envoyer un message texte. Finmo s'occupe de ça, s'occupe de communiquer avec le client en un seul clic. Si vous voulez avoir 2 mois gratuits, textez-moi, laissez-moi savoir que vous êtes intéressé. Je vous donne le code promo pour avoir 2 mois gratuits. Bon épisode. Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec? Vous voulez devenir un leader dans le courtage? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Seroujane Kenishalingam. Yes. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Je suis content d'être là avec toi. Je suis content, je te l'ai déjà mentionné. Je suis content du travail que tu fais, fait que je suis content de pouvoir y participer aussi. Et quand tu m'as dit que tu écoutais mes podcasts, j'ai dit « Ah ouais! » Je suis super content. Donc, Ouais. ça se voit que même les tops comme toi, qui ont beaucoup de succès, beaucoup d'expérience, écoutent, continuent à apprendre, continuent à être curieux. Donc, that's the secret of success, right? Donc, J'espère que les gens écoutent. Il y a personne qui a la recette finale, tu sais. Fait que écoute les autres, ça va tout le temps t'aider. exact. Merci Hugo, j'ai vraiment apprécié ta part. Merci pour ton temps. Vraiment une belle maison. C'est ta maison? C'est chez nous, ouais. C'est tout frais, tout chaud depuis quelques mois déjà. Petit coin tranquille, éloigné, relax, en campagne, presque en campagne. C'est-tu un château où tu habites? Avec Non. ça? Le plafond est haut, mais c'est tout. C'est pas, J'adore les plafonds comme ça. non, trois chambres, une cuisine, une salle de bain, c'est relax. C'est correct. C'est juste que le plafond est haut, c'est tout. Nice. Je suis pas un gars qui dépense tant que ça dans la vie, moi. On en parlera tantôt si tu veux, mais je suis pas un gars très dépensier. Je suis un gars qui investit. Justement, je veux parler de toi. Je veux que tu présentes aux personnes qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Évidemment, tu es un courtier, mais tu es plus qu'un courtier dans la vie. Alors, yes, qui tu es, où tu as grandi, c'est quoi ton background, qu'est-ce que tu fais exactement? Écoute, la maison, elle se trouve sur la Rive-Sud de Québec. Born and raised depuis toujours, le 8-3 pour ceux qui connaissent. Sur la Rive-Sud de Québec, en fait, Charny, ensuite Briqueville, Lévis, bref, en banlieue de la région de Québec. Québec, contrairement à Montréal, c'est la Rive-Sud, c'est à 7 minutes. Fait que nous autres, on n'a pas des ponts avec une attente d'1 heure et demie. Fait que tout est très accessible. J'ai grandi, écoute, à l'image de ma génération, un gars avec une mère monoparentale. T'sais. Ça, c'est un classique. Là. Moi, je suis né en 81, fait que 39 ans aujourd'hui. De ma génération, je veux dire, les familles éclatées ou reconstituées, on dirait que c'est quasiment devenu une norme. Là. Fait que grandi très modestement. Un petit 4,5 avec ma mère, son chum, puis éventuellement là, quelque chose d'un peu plus grand et tout. Mais tu sais, bien tranquille, adolescence sans trop de soucis, bien des niaiseries, mais personne ne le savait. Fait que j'ai pas eu trop de problèmes à nulle part. Ça s'est bien passé. Ça met ça. Aujourd'hui, père de deux jeunes filles, des jumelles, en fait, à 23 ans, j'ai eu des jumelles. Désirées, en fait, on espérait avoir un enfant à ce moment-là. On était setés pour avoir un enfant. Évidemment, pas 2 en même temps. J'avais pas prévu ce coup-là.
mais comme je suis vraiment performant dans tout, je fais des jokes. Je suis un Ah ouais, super producteur. Non, ben bref, on a eu des jumelles. J'avais 23 ans. Aujourd'hui, ils vont avoir 16 ans là, au mois de mars. Fait que la vie va vite. J'ai vieilli vite, ça c'est sûr. Je suis devenu un adulte responsable et avec des responsabilités montres assez rapidement. Puis voilà, tout ça s'en est suivi, la carrière et tout et tout. Tu sais. Donc, pour parler de ta carrière, tu as débuté, tu as fondé ton cabinet très jeune également, en 2008, si je ne me trompe pas, 2007-2008. En fait, tu sais, préalablement à ça, j'avais travaillé avec un collègue qui m'avait accueilli dans son cabinet. J'ai travaillé avec lui pendant quand même plusieurs années. Débutant en 2007, mon propre cabinet à mon nom en 2011, mais encore un projet avec cet associé-là à ce moment-là. Mes trucs, ouais, depuis 2007, dans la business des services financiers, en assurance de personnes, j'ai joint placement et hypothèque en 2009, à la base chez Hypothéca. Par la suite, en 2011, avec Planiprêt, jusqu'à tout récemment, là, en décembre, où on a formé notre propre cabinet. Mais depuis 2007, écoute, ça va faire 14 ans, littéralement, 14 au ans, mois wow. d'avril. Ouais, exactement. Et C'est comme ça. dis-moi, je vais rentrer dans le sujet, je vais parler de ton expérience d'être propriétaire, puis tu es encore aujourd'hui, tu viens de commencer une nouvelle aventure, on va rentrer dans ça tantôt. Mais pourquoi le courtage? Pourquoi les services financiers? Y a-t-il une raison Ça, pourquoi tu es rentré dedans? c'est vraiment bizarre, ça. Ça, c'est spécial, là. C'est moi, dans la vie, là, c'est jeune, je voulais être éducateur physique, là. Moi, j'étais dans le sport à plein, là. Je jouais à handball à côté. D'ailleurs, Rodney Lermite, que tu as rencontré, qui est courtier immobilier à Montréal, là, Oui. pour sa casquette. Moi puis Rod, on a joué à handball un contre l'autre pendant plus de 10 ans, là. Je veux dire, Rod jouait pour Celtic, moi j'étais à Lévis, on jouait un contre l'autre tout le temps. C'était 2, 3 entraînements semaine, 2 matchs la fin de semaine, les championnats canadiens, les tournois internationaux. J'étais dans le sport à plein, puis tu sais, je m'en allais éducateur physique. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que être éducateur physique, ça impliquait aussi être prof de pastoral, puis être prof de morale, puis être prof d'histoire à temps partiel pendant plusieurs années. Puis à un moment donné, c'est pour des bonnes et des raisons un peu inexpliquées, euh, j'ai juste décidé que ça n'arriverait pas. J'avais besoin, tu sais, dans le fond, j'avais pas à ce moment-là le besoin d'accomplissement au travail. J'avais besoin de l'accomplissement social. Mon accomplissement social à ce moment-là, c'était de fonder une famille, c'était d'avoir des enfants, c'était d'acheter une maison avec ma femme. C'était vraiment ça mon focus à ce moment-là. Fait que je suis allé vers une carrière qui était plus, on va dire, lucrative rapidement. On va dire ça comme ça. J'avais fini mes études, j'ai refait un DEP, attache tatuc, comme opérateur en machinerie fixe, en pâte et papier. Donc, j'ai fait une formation, un DEP, 11 mois, pour être opérateur de machinerie en pâte et papier. Pourquoi? Vraiment un choix bizarre, mais j'ai de la famille qui travaille là-dedans. Je connaissais la job. C'est une job où il y a une possibilité d'avancement, une job où il y a une possibilité d'overtime. J'ai tout le temps été travaillant, je voyais un potentiel là-dedans. Syndiqué, ça, syndiqué, on peut en reparler, là, mais syndiqué, assurance collective, fonds de pension, stabilité d'emploi. C'était tous des trucs qui m'amenaient vers mon projet social. Je voyais mon travail à ce moment-là comme étant une source de revenus qui me permettait d'aboutir à mon projet social. Mais j'avais pas nécessairement d'accomplissement au niveau de mon travail. Fait que j'ai fait ça, j'ai fait mon DEP, ça a bien été. Après ça, j'ai travaillé là-dedans pendant 2 ans et demi de temps. Mais tu sais, après 6 mois, je me suis bien rendu compte que ça marcherait pas. Là. Je pourrais pas faire ça toute ma vie. Puis déjà, j'avais de l'avancement à l'intérieur de la compagnie, mais honnêtement, je suis devenu un peu plus réfractaire à travailler. J'avais un poste semi-cadre, semi-employé. Je jouais ces deux tableaux, c'est devenu un peu compliqué. Les avancements de la compagnie versus l'aspect syndical de la chose, puis la protection des travailleurs, ça me rejoignait définitivement moins dans cette industrie-là en question. Puis, au final, tu sais, vraiment bizarrement, j'ai un collègue qui savait que j'étais un peu tanné et que je regardais pour faire d'autres choses.
Puis lui, il m'a invité à un meeting. Tu sais, le genre de meeting où tu te fais dire, hey, viens à un meeting, j'ai de quoi te présenter, une opportunité d'affaires monstre. Je peux pas te dire c'est quoi, mais viens au meeting. Tu sais. Ouais. C'est sûr que ça t'est déjà arrivé. Toutes les compagnies pyramidales. Ouais. Exact. Puis on dit pas ça pyramidal, on dit marketing de réseau. C'est quelque chose que je respecte, là, OK? J'ai aucun problème avec le marketing de Oh, ouais. réseau. Mais là, on recule à ce moment-là en 2006, 2006, ouais, 2006-7 à peu près. Fait que je suis allé, puis c'est un meeting de Primerica, en fait, là, compagnie d'assurance, qui a un modèle de marketing de réseau. Mais, tu sais, je suis allé au meeting, c'était spécial, là. C'était spécial, là. Le monde était trop craqué, puis tout le monde criait, puis c'était comme un... Il semblerait que c'était comme un meeting de début de journée chez Walmart, là, où tous les associés se craignent un et l'autre. Fait que j'ai trouvé ça spécial, OK, honnêtement, dans le domaine où on était. Mais en contrepartie, j'ai quand même découvert une profession là-dedans, le conseil financier, où ça m'a démocratisé, en fait, le conseil financier. Ça m'a expliqué un peu plus c'était quoi la job, ce meeting-là. Fait qu'en sortant de là, j'avais pas l'objectif de travailler pour Primerica en tant que tel, mais j'avais définitivement, ça avait semé une graine dans mon esprit que je pourrais peut-être faire ça. J'ai une aptitude mathématique, certaines aptitudes qui étaient liées, des aptitudes sociales aussi. Fait que je suis parti de là, puis tout bonnement, j'avais un ami à l'époque qui œuvrait, lui, là-dedans, qui avait déjà son cabinet de services financiers. Fait que quand j'en ai parlé, il a dit « No way, tu t'en vas chez Primerica, tu t'en viens travailler avec moi. » Puis c'est comme ça que ça a commencé. C'est un coup de tête, puis écoute, c'était pas un plan d'affaires, là. C'était un saut en bas d'un avion, pas de parachute, là, puis on va bâtir en s'en allant, là, parce que au final, j'avais une maison, deux chars, deux véhicules là, dans l'entrée, puis deux enfants à la maison. Là. Fait que partir à scratch avec pas trop d'argent en avant de moi, c'était pas le plan optimal, mais bref, on a bâti un parachute en tombant. Là. Et aujourd'hui, je pense que tu as fait un vraiment bon move. Et, Ouais, je regrette rien, ça c'est sûr que je regrette pas, ça c'est clair. et, Ouais. et pourquoi tu as commencé avec les services financiers? L'hypothèque est dans les services financiers. Par contre, on est courtier hypothécaire. Les courtiers hypothécaires vendent que des hypothèques. Donc, pourquoi Ouais. le courtage hypothécaire par la suite? En fait, tu sais, j'avais acheté une maison, j'avais souscrit des assurances, j'avais fait plein de trucs financiers quelques années auparavant. Puis je me rendais compte que mes régimes d'épargne-études étaient avec quelqu'un, mes assurances-vie étaient avec quelqu'un, mon hypothèque était avec quelqu'un, mes prêts auto étaient avec une autre personne. Bref, il n'y avait rien de centralisé et à chacune de ces transactions-là, j'avais trouvé ça désagréable. On s'entend, c'est pas souscrire une assurance vie, là, c'est un mal nécessaire que je dis. Là, c'est quelque chose qui. Non, mais t'as pas le choix, ça prend ça, puis à un moment donné, une assurance invalidité, vie, maladie grave, peu importe, c'est nécessaire, puis c'est juste logique et conséquent. Mais à quelque part, c'est pas une transaction qui est nécessairement agréable. Fait que j'avais un background aussi de restauration, puis de promoteur de soirées hip-hop aussi. Ça, c'est bien Ah, drôle. ok. Mais ouais, j'étais DJ, promoteur de soirée hip-hop. Je travaillais dans un pub aussi. J'ai fait quand même j'ai fait mes années dans la restauration là, comme plongeur, tray boy, serveur, gérant, barman. Il y a à peu près tout que j'ai fait par rapport à ça. Meilleur job d'étudiant ever d'ailleurs. Ouais. Mais longue histoire courte avec ça, c'est que j'ai rencontré plein de gens là-dedans. Tu sais, je me suis créé un cercle social incroyable en travaillant dans la restauration. Puis j'ai rencontré notamment Nicolas Bouchard. Pour faire un lien avec ta question, là, j'ai rencontré notamment Nicolas Bouchard, qui était à ce moment, au moment où je l'ai connu, en train de bâtir du proprio.com. C'est dans le temps que le logo, c'était un genre de feu de circulation. Là. Mais bref, c'est les débuts du Proprio. Du Proprio.com est né à Charny, Montrouge. C'est là que j'ai grandi, puis c'est là que je travaillais, c'est là que je restais. Fait que j'ai connu Nicolas, puis quand que j'ai commencé à mettre les trucs en place pour travailler en service financier, j'ai approché Nicolas en lui disant, écoute, sur le site de du Proprio, tu as 102 000 clients qui passent, mais ils n'ont aucune ressource financière. Puis là, c'est vraiment spécial de dire ça aujourd'hui, en 2020-2021, je veux dire, des trucs financiers sur le web, de la pub, de la sollicitation, des offres, il y en a, ça pleut. Mais là, recul, on est en 2006-2007 à ce moment-là. Honnêtement, il n'y en a pas. C'est Desjardins fait très peu de pubs financières sur les sites web à ce moment-là au Québec.
Fait que j'approche Nicolas, puis je dis peut-être que je pourrais m'occuper du service à la clientèle, service financier pour tes clients chez Duproprio. Fait qu'on commence à faire quelques trucs, puis on fait entre autres notamment des capsules vidéo sur duproprio.tv à ce moment-là. Tu sais, Duproprio est un peu en avant. Leur slogan à ce moment-là, puis là on recule en 2007-2008, c'est la lecture c'est trop dur. Fait que tu sais, c'était précurseur de comme le monde lise plus, le monde veut juste voir des vidéos. Et on a fait des capsules vidéo informatives. J'ai acheté de la pub sur le site. J'ai créé un fanbase avec ça. Mais mon plan de match en assurance de personnes, tu sais, en vie, invalidité, en planification et autres, c'était définitivement de solliciter le marché immobilier, le marché des acheteurs de propriété qui transigeaient via du proprio. C'est exactement comme ça que ça a commencé. Fait que je me suis créé à ce moment-là un réseau de référencement hypothécaire. Avec des DDH puis des intermédiaires de marché un peu partout aux quatre coins de la province, parce qu'on faisait de la pub du proprio partout dans la province. Le but étant, s'ils sont desservis pour l'hypothèque via nos services, via les offres exclusives qu'on a négociées, ben après ça, ça va nous permettre de closer des deals d'assurance là-dessus. Puis écoute, ça a bien été. Ça s'est bien passé. Tu continues à faire les deux aujourd'hui aussi? Écoute, j'ai fait les deux un bout, mais j'ai vendu ma pratique assurance investissement en 2016 maintenant. Si tu veux le faire en ordre chronologique, on peut y aller comme ça, mais sinon, je peux passer dans le vif du sujet tout de suite. Mais bref, j'ai lâché le focus des trois un peu à un moment donné parce que ça s'en venait excessivement compliqué d'être très performant dans les trois. J'acceptais pas, mettons, le niveau de standard, je l'acceptais juste pas. C'est quoi, on va aller chronologiquement, sinon ça va être, on va être un peu partout. Ouais. Comment je t'ai connu, Hugo? C'est au Palais de Congrès. Tu faisais un séminaire sur l'image. Et j'ai vu le titre, l'image vaut mille mots. M-O-U-X. Right? M-A-U-X, ouais. M-A-U-X, c'est ça, ouais. En français. Alors, j'étais curieux de savoir, j'avais peut-être 23, 24 ans. Il y a combien de temps de cela? Écoute, de mémoire, il y a eu une soirée excessivement arrosée dans ce congrès-là 2 jours avant. Fait que j'essaie de me remettre en mémoire qu'est-ce qui s'était passé puis les dates. Mais écoute, je dirais 2017 peut-être ou 2017 ou 2018. J'avais 24 ans. J'ai débuté dans le courtage. Ça faisait 2 ans que j'ai débuté dans le courtage. Et j'étais hyper curieux de savoir c'est quoi ce séminaire. Il y a personne, aucun d'autre séminaire qui m'intéressait autre que la tienne. Alors, j'avais super hâte d'assister. Puis, après le séminaire, j'avais la bouche ouverte. Oh mon Dieu, est-ce que j'ai aimé ça, comme on dit. Et jusqu'à aujourd'hui, ça m'a marqué, Hugo. Ça m'a marqué. Puis, des fois, je pense que ça m'a aidé même dans mon business. Tu sais, à l'âge de 24 ans, tu deviens un adulte, tu commences à devenir un adulte et surtout, tu vends des services financiers, des hypothèques plutôt pour moi. Et tu sais, j'avais une baby face, j'avais même pas de barbe, mais tu sais, ça commence maintenant. Donc, honnêtement, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé à vraiment me développer de mon côté image. Ça m'a beaucoup aidé. Puis, j'aimerais ça qu'on parle de ça. J'aimerais ça que tu expliques qu'est-ce que tu as dit, puis pourquoi pour toi l'image vaut tout, en fait. En fait, l'image vaut 1000 mots. La conférence est suite à beaucoup de hype, beaucoup de notoriété acquise rapidement de mon côté. Et la réalisation ou la prise de conscience de tout ce qui venait avec ça aussi, en arrière de ça. À l'image, je me répète, là, mais à l'image de ma génération, Facebook, je ne sais pas si tu te souviens, Cyril, quand est-ce que tu as ouvert ton premier compte Facebook ou quand est-ce que tu as posté ta première photo, si tu as une année en tête, mais c'est probablement entre 2005 et 2008, quelque chose du genre. Moi, quand j'ai vu les réseaux sociaux arriver, j'ai tout le temps été quelqu'un qui avait un gros cercle social. Puis là, Rive-Sud de Québec, c'est grand comme ça, fait que tout le monde se connaît. Puis j'ai travaillé dans la restauration pendant des années, j'ai un gros cercle social. Quand les réseaux sociaux ont sorti, je me suis mis là-dessus, mais à un niveau
extrême versus les gens qui disent ah, on entendait ça là, en 2007, 8, en passant 9 aussi. Là. Facebook, ça va pas rester. Moi, j'embarque pas sur Facebook. Je suis pas là-dedans. Aujourd'hui, je veux dire, 99% du monde sont sur Facebook, LinkedIn, whatever. Fait que, bref, j'ai commencé ça rapidement. J'ai commencé à abuser de ça assez rapidement. Puis, tu sais, jouer avec l'image. Puis, funny fact, là, il s'est passé quelque chose un jour là, où j'ai perçu tout le côté, si on veut, vilain ou le côté pas clair des réseaux sociaux. Il y avait un concours, OK? Il y a un genre de magazine qui était distribué à peu près dans tous les commerces, restos, pubs, cinéma et autres de Québec, qui était gratuit, qui s'appelait le Québexcope. Québexcope expliquait tout ce qui se passait en ville, finalement, tous les événements dans les bars, dans les restos, dans les ci, dans les ça. Puis c'était littéralement un cahier de pub, tu sais, que les restaurants achetaient, puis c'était gratuit. Puis à un moment donné, il y a eu un concours sur le web qui était fait la couverture du Québexcope. Fait que tu prenais ta photo, tu faisais juste drag and drop sur le site web du Québexcope, tu sais, puis tu mettais ta photo, puis ça créait comme un cover de magazine. Puis là, il fallait que tu mettes une citation, tu sais. Fait que moi, je l'ai faite. J'ai écrit Hugo Neveu, conseiller numéro 1 à Québec. Tu sais. Et je l'ai posté. Mais à ce moment-là, les fake news, ça n'existait pas, tu sais. C'était pas, on n'était pas à l'ère des fake news. Fait qu'en bout de ligne, ça a parti en traînée de poudre, cette affaire-là. Puis là, je recevais des commentaires. Wow, tu le mérites tellement. Wow, pleinement mérité. Wow, t'es vraiment le meilleur. Tu sais, Puis là, je me disais, écoute, c'est pas vrai, ça, là. C'est un concours. Puis le concours était celui qui a le plus de likes gagnait réellement la couverture du magazine. Je vois de mémoire, mais il me semble que c'était ça. Puis plein d'autres affaires. Fait qu'en bout de ligne, le but de ça, c'était d'obtenir des likes. Écoute, c'était fou. C'était fou. Et là, ça a parti en vrille. Puis là, le monde pensait vraiment que j'avais fait la couverture et que j'avais été conseiller numéro 1, ce qui était complètement absurde et débile à ce moment-là. Tu sais. Mais là, j'ai compris que la gestion de l'image sur les réseaux sociaux, puis instantanément, j'ai compris que tu fais la couverture d'un magazine, tu as de la notoriété, les gens te font confiance. Les gens te voient faire un article signé, ils te font confiance. Les gens te voient faire une vidéo sur le web, c'est aux gens que t'en fais. Je veux dire, t'augmentes ta notoriété en créant ton podcast. C'est pas un secret pour personne. Là. Tu fais ça parce que tu es un passionné d'apprentissage et tout. Là. Mais on le sait, tout le monde qui écoute le podcast, que ça te crée une notoriété. Tu comprends? Tu peux bénéficier de ça dans tes affaires. Je suis pas en train de dévoiler un secret. Là. Ça va? Ah ouais, ça m'aide à... Non, mais c'est ça. Tu sais, à un moment donné, tu es connu dans l'industrie, les gens te connaissent, te reconnaissent. Tu vois, moi, on a des dossiers des fois moins faciles, on travaille peut-être ensemble. Puis, bref, j'ai juste suivi la vague de ça, mais j'ai exploité ça à un niveau extrême. Puis à un niveau extrême où, à un moment donné, je me suis pas perdu là-dedans, mais c'est devenu, le contrôle de l'image est devenu plus qu'important. Il y a eu le blog au départ, il y a eu le blog sur du proprio, les vidéos du proprio. Après ça, j'ai fait conseiller financier.tv, puis courtier hypothécaire.tv, des capsules vidéo. Après ça, là, ça m'a permis d'avoir un genre un truc de présentation pour aller à la télé. Là, j'ai fait des chroniques à la télé pendant 2 ans et demi de temps sur une base quand même assez régulière. Tout ça a créé une notoriété assez rapidement, voire trop rapidement. Et là, c'est rendu que tu vas au resto, tu prends une photo avec ta famille, tu sais, tout bonnement parce que t'es bon et tu veux l'envoyer à ta mère, tu sais. Mais là, quand ça fait 7 fois que tu reprends en photo parce qu'il y a quelqu'un qui a les cheveux croches, parce qu'il y a ci, puis il y a ça, parce que tu vas la mettre parfaite sur Facebook. Puis moi, j'étais pas Instagram, là, fait que j'étais pas filtre, puis toutes les niaiseries qui corrigent ça automatique. Mais bref, à un moment donné, c'est devenu pas maladif, mais un peu abusif entre la réalité et ce qui est projeté. T'sais. Si tu screens mon Facebook, entre autres, des trucs personnels, mes enfants, tu vois ça, écoute, c'est excessivement rare. C'est très, très rare. J'ai toujours utilisé les médias sociaux à des fins professionnelles principalement. Peux-tu, en parenthèse, pourquoi il y a du monde qui mélange le tout parce que maintenant, le trend, c'est le branding. Le branding, c'est, il faut montrer un peu ce que tu fais pour que les gens relate to you. Et au contraire, moi aussi, je suis comme toi, je ne veux pas montrer, oui, je suis très activement
sur les réseaux sociaux, mais tu vas jamais me voir autre que mon côté professionnel. Professionnel. Écoute, il y a un truc, tu sais, Sylvain Boudreau, conférencier, dit, répète, martèle, être sympathique et professionnel. Tu veux réussir en affaires, il faut que tu sois sympathique et professionnel. Fait que fallait à la fois que je gère, et ça m'a rentré dans la tête là, très, très bien, puis j'ai tenté le plus possible de l'appliquer. Fallait que je sois capable de mettre en ligne le fait que j'étais sympathique et professionnel. Donc, des trucs très professionnels, mais aussi des trucs sympathiques. Puis si tu fouilles pendant certaines années, là, moi, je faisais des courses à obstacles, là, des dead end race ou des Spartan race ou mud race ou whatever race, j'en ai fait. J'en ai fait beaucoup de ça, puis des photos de moi, là, qui fait des courses, il y en avait beaucoup, parce que ça te rend sympathique. Hey, tu vas te rouler dans la boîte la fin de semaine avec tes amis, ça te rend sympathique. T'sais. By the way, j'aimais ça, faire ça, c'était le fun, puis j'y prenais plaisir. Mais, tu sais, à un moment donné, quand tu rentres en tour de des barbelés, là, puis t'es dans la boîte, dans une course, puis tu sais qu'il y a un photographe au bout de la ligne de barbelés, puis que c'est à ça que tu penses, à un moment donné, ça devient un peu intense. C'est pas nécessairement sain. Fait que, bref, ça a parti, c'était fou. J'avais vraiment de la notoriété. J'ai donné des conférences, des présentations, des trucs du genre. Le téléphone sonnait constamment. J'étais rendu avec une équipe de 4 adjoints de temps plein, 2 temps partiels par-dessus. J'étais le seul producteur. Je fais la différence entre un admin et un producteur. Là. Quand tu es le seul en contact avec les clients au niveau de la vente, puis de la relation, puis du conseil, puis que tu as 4 et demi, mettons, ou 4, 5 adjoints, admin en arrière qui t'aident à présenter tout ça. C'est beaucoup de pression sur un seul homme. Fait que à la fin, c'est devenu lourd. Puis ma femme a commencé à travailler avec moi. On a embarqué dans un tourbillon où elle carburait ça aussi. T'sais, moi, je carburais là-dedans. Là. Je veux dire, 40 rendez-vous par semaine, moi, je tripais. J'étais all-in, puis je me disais, on va créer quelque chose de fou, puis ça va être un empire, puis ça va être incroyable. Puis ça roulait 24 sur 24. Ma femme s'est mise à travailler avec moi, puis plus elle avançait, plus elle aimait ça, tu sais. Jusqu'au jour où, à un moment donné, c'est juste too much. Tu sais, puis c'est ce que je parle dans la conférence, où à un moment donné, le corps humain est capable d'en prendre jusqu'à une certaine limite, mais à un moment donné, ton esprit ne suit plus. Là, tu sais. Fait que faut que tu dormes, faut que tu te reposes, faut que tu prennes soin de toi, faut que tu t'entraînes. Mon pace de vie à ce moment-là, Sirojane, puis tu sais, les gens proches pourront te le confirmer, là, je me levais à 5 heures, je m'en allais au bureau jusqu'à 6h30 à peu près, 7 moins quart. Je traversais la rue, j'allais au gym jusqu'à 8h15. Puis quand l'équipe d'admin rentrait, je les passais un en arrière de l'autre pour leur donner ce qu'il y avait à faire jusqu'à 9h, 9h15 pour la journée. Puis après ça, je partais, puis ça allait jusqu'à 9h30, 10h à tous les jours. À tous les jours, comme ça, sans arrêt. Fait que l'équilibre de vie était complètement néant. On s'est perdu là-dedans comme couple. On s'est perdu là-dedans comme famille. Mes filles ont aujourd'hui 16 ans. Les premières années, je te dirais que j'ai plus travaillé qu'être un gars de famille. Je le sais aujourd'hui, puis je suis capable de le reconnaître. C'était pas une bonne stratégie en passant. C'est pas une recommandation que je fais. Mais à un moment donné, on a eu un wake-up call. Ma femme est tombée au combat. C'était juste trop de pression. Puis il a fallu remettre les pendules à l'heure. Il a fallu réviser tout ça. Puis elle est tombée au combat, qu'on se comprenne bien. Là. Moi, j'étais le roadrunner. Qui se promenait partout. Là. Puis, tu sais, le coyote qui essaye d'y donner un coup de poêle de fonte d'en face ou qui essaye de donner un coup de bâton ou de dynamite, je l'évitais tout le temps. Tu sais, je fonçais. Mais, tu sais, ma femme, là, elle carburait à ça aussi. Là. Tu sais, la performance, c'est intéressant, c'est le fun, ça drive. Mais elle suivait. Puis, à un moment donné, moi, je me suis penché, j'ai pas eu le coup de poêle de fonte. C'est elle qui l'a eu en arrière. Tu sais, toute ma vie, je vais l'admettre et je le sais, là. Je suis 100% responsable de ce qui lui est arrivé. Dans le sens où je l'ai amené avec moi dans un milieu et dans un environnement où c'était clairement pas sain la façon qu'on travaillait. C'était parfait au niveau professionnel, mais tu sais, la vie, c'est pas juste le professionnel. Fait que c'est de ça que je parle dans Une image vaut 1000 mots. Des fois, il y a un revers de toute cette image-là, toute cette notoriété-là, tu sais, qui est affichée. Tu sais, la maladie mentale, le burn-out, l'anxiété, la dépression, c'est pas
On show off pas ça, là, ces médias sociaux. C'est pas sexy, ça. Fait que tu parles pas de ça. T'sais. Fait que c'est un peu ça, la conférence. Mais au final, je me souviens de notre première discussion. Tu es venu me voir après la conférence, tu t'es levé, tu es venu me voir à l'avant, je me souviens de ça très, 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 très bien. Puis tu t'es présenté, puis tu m'as expliqué ce que tu faisais, puis le nombre d'années que ça faisait que tu étais là-dedans. De mémoire, ça faisait 2 ans peut-être que tu étais dans le courtage. Puis il y a d'autres gens aussi qui se sont levés, puis je ne nommerai pas, là, mais je me souviens très bien des discussions que j'ai eues après ça. Je me souviens notamment de un courtier qui est ultra performant dans l'industrie. Là. Un courtier qui est ultra performant dans l'industrie. Puis ce gars-là s'est levé suite à ma conférence. Il est venu me voir à l'avant, c'est urgent. Puis peut-être que tu t'en rappelles, là. Mais le gars, il pleurait tellement, mais tellement, il m'a rien dit. Il était comme ça, puis il pleurait, puis il était pas capable de parler, tu sais. Puis on s'est serré en main, puis on s'est parlé après. J'ai envoyé un truc sur Facebook, tu sais, puis on s'est parlé un peu, mais il y a une courtière aussi qui est venue me voir, qui était en larmes, qui était un peu sans mots par rapport à ça, qui débutait dans l'industrie, puis ça y avait tellement rentré dedans. Mais tu sais, si ça te rentre dedans à ce point-là, c'est parce qu'à quelque part, ça t'interpelle, ce genre de choses-là. Puis si ça t'interpelle, ben réfléchis puis agis, parce qu'il y a personne à l'abri de ça, tu sais. Se perdre là-dedans. Écoute, on est omnubilé, puis en ce moment, on passe plus de temps sur les réseaux sociaux qu'on ne l'a jamais fait à cause de la pandémie. On est assailli de photos de vie parfaite, puis de voyages, puis les influenceurs à Bali, puis moi, mes kids, là, ils pensent que c'est normal de voyager à Bora Bora à 19 ans, tu comprends? Mm-hmm. Puis ils pensent que c'est normal de faire des voyages de 2 semaines partout sur la planète sur une base régulière. Tu comprends? C'est ça qui est véhiculé. Mais tout ça, c'est à un moment donné, il faut relativiser. Mais bref, longue histoire courte avec ça. J'aime ça dire ça. Puis j'aime ça partager ce message-là parce que ne vous perdez pas dans la gestion de l'image puis des réseaux sociaux. C'est grave. Puis c'est une réalité de 2020-2021 qui est beaucoup trop présente. Fait que, bref, c'est ça. Ça a amené plein de changements, ce truc-là. Pas la conférence, mais les événements, évidemment. Puis la prise de conscience. Et même aujourd'hui, quand tu répètes ce que tu viens d'expliquer, c'est sûr que ça arrive plein de monde. Puis moi aussi, je commence ça commence à rouler, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Là, je suis dans une position où je vais engager une deuxième personne pour grossir, pour donner un bon service à mes partenaires et mes clients. C'est sûr que c'est quelque chose à voir, à penser. Surtout si tu veux plus que juste le succès, l'argent. Moi, je suis un gars familial. Je sais que tu l'es également aussi. C'est pour ça que tu as changé ton modèle. Dis-moi maintenant, qu'est-ce que tu as fait pour te restructurer? C'est quoi le conseil que tu peux donner à moi? C'est quoi le conseil que tu peux donner à tout le monde qui vit ça en ce moment? Ou c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont vivre ça. Écoute, je prends la balle au bon. Là. Tu me dis que tu es prêt d'engager une deuxième adjointe. Tu sais, c'est facile d'avoir de la croissance. C'est facile de faire du volume. Là, je parle du domaine hypothécaire précisément, là, mais je t'expliquerai je vais revenir en un deuxième temps sur qu'est-ce que j'ai fait. Mais au niveau hypothécaire, c'est facile de faire du volume, mais pas nécessairement de la rentabilité. Tu comprends? Fait qu'au niveau du courtage hypothécaire, tu peux payer des références à Pierre Jean-Jacques, tu peux payer des références de fou, tu peux donner la moitié de ta paye, voire plus, pour obtenir des références, faire du volume, monter des rankings, avoir des top niveaux au niveau des chiffres et tout, puis rentrer les adjointes et tout. Mais bottom line, je peux te dire une chose, je regarde les chiffres de beaucoup de courtiers. Ceux qui font le plus de volume ne sont pas nécessairement ceux qui ont la meilleure business. Quand je regarde un courtier qui fait 30 millions, qui a généré un revenu après dépenses, donc adjointe, système administratif, références et autres de X, puis quand je regarde un courtier qui fait 15 millions, qui génère juste plus de revenus à la fin de l'année, une fois les dépenses passées, ben, permets-moi de me questionner sur pourquoi ce courtier-là, puis je reviens sur le principe de l'unique producteur. OK, on s'entend, si tu rentres une deuxième adjointe, tu es l'unique producteur, conseiller là-dedans,
puis tu as 2 personnes à l'admin. En passant, je dis souvent adjointe, là. J'haïs ce mot-là, mais il est comme gravé dans l'industrie, là, mais j'haïs ce mot-là. C'est pas... Adjointe, c'est comme péjoratif, puis j'aime pas ça, mais bref. Si tu engages quelqu'un pour t'aider, c'est 2 personnes à ta charge au niveau salarial, c'est 2 personnes qui dépendent de toi financièrement et au niveau du travail. Donc, tu as toujours une pression incroyable de fournir versus un autre courtier qui va faire 15 millions, qui partage rien avec personne, qui prend le temps de sélectionner ses deals, fait 2 fois moins de deals, passe plus de temps à les sélectionner, partage avec personne, fait 100% de sa business, plus de rentabilité. À un moment donné, il faut juste être confortable là-dedans, puis voir. Le meilleur conseil, c'est où est-ce que tu t'en vas avec ça? C'est quoi ton objectif final? C'est quoi dans tout ça? As-tu fait les maths? As-tu fait les calculs? Si tu rentres une 2e adjointe, il faut que tu génères combien de volume de plus pour que vraiment ça vale la peine? C'est tous ces calculs-là, souvent, puis je te dis, ça paraît basique, là. Souvent, on ne fait pas ça. On n'avance pas à la bonne vitesse pour générer ces trucs-là. Et Théodore, tu fais le podcast, là, je sais que c'est énormément de temps que tu prends à chaque semaine, à chaque mois, chaque année pour faire ça. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Puis à un moment donné, tu le fais parce que tu aimes ça, c'est sûr. Sinon, tu le ferais pas. C'est pas rentable nécessairement à faire ça. Mm-hmm. Mais à un moment donné, essayer de tout calculer, tout contrôler, c'est très difficile. Savoir combien ça te rapporte, c'est très difficile. Mais à la fin de la journée, il faut quand même que tu évalues le temps investi versus le rapport de ton amour à apporter là-dedans. Les changements que j'ai faits ont été directement liés en fonction de l'amour que j'avais à faire ce que je faisais. J'ai segmenté, j'avais de multiples chapeaux, beaucoup de tâches et beaucoup de trucs. Tu es président de la compagnie, tu gères le développement, le marketing, les ventes, la relation client, l'étude, les connaissances. C'était beaucoup, 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 beaucoup de choses. Puis à un moment donné, j'ai évalué, en fait, sommairement, ce qui m'intéressait le plus là-dedans, ce qui était le plus rentable aussi là-dedans, quelque part. Tu fais les pour et les contre. Tu dis, écoute, je passe beaucoup de temps là-dessus, mais ça génère rien. En gros, ce que j'ai fait comme évaluation et comme prise de conscience, c'est que j'ai travaillé, au lieu de travailler dans ma business, là, à part de sa tête avec l'agenda rempli à 100%, que tu sais plus qu'est-ce que tu fais de tes journées, j'ai travaillé sur ma business. C'est ça que j'ai fait. J'ai pris un pas de recul, j'ai regardé ça d'un œil extérieur, j'ai regardé de quoi ça avait de l'air, j'ai segmenté chacune des lignes d'affaires, j'ai regardé sommairement où ça rapportait le plus, où ça tirait le plus de jus. Si je fais tel move, qu'est-ce que ça implique au niveau de l'admin, les dépenses, les revenus, l'organisation, le temps requis dans mon agenda. Bref, j'ai arrêté d'être dans un tourbillon d'opérations et je suis devenu gestionnaire de mon entreprise. C'est là où j'ai pris un tournant, tu sais. Puis j'ai ciblé certaines personnes avec qui j'avais le goût de travailler dans la vie, tu sais. En 2016, j'ai vendu mon cabinet. En fait, ce qui est arrivé à ma femme, c'est arrivé au mois de juin 2016. Le 31 décembre, j'ai vendu mes actifs en assurance et en investissement. J'ai fait complètement un wipe-off de ça, puis j'ai focusé ailleurs, mais je me suis entouré aussi de nouvelles personnes qui avaient le même genre d'objectif que moi. Qui avait la drive puis qui avait l'ambition d'accomplir ce que je voulais accomplir depuis tout ce temps-là, mais de façon beaucoup mieux structurée, beaucoup plus adaptée à la réalité puis avec les moyens de nos ambitions. Tu sais. Fait que j'ai juste, je vais te résumer ma réponse, j'ai fait des choix. T'as fait des choix. J'ai évalué, j'ai fait des choix. Mais tu sais, évaluer, c'est tough, là. Là, ça va être diffusé probablement au mois de janvier, tu sais, février, peu importe. Janvier, février, les courtiers hypothécaires, là, c'est fou, là. Ils commencent, là, janvier, février. Puis écoute, ils vont prendre un break rendu quoi, au mois de juin, juillet? Tu sais, fait qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir. Puis quand ça, c'est fini, ils n'ont pas le goût de réfléchir. Ils ont juste le goût de tirer sa plug un peu parce qu'ils viennent de passer 6-7 mois débiles à travailler sans arrêt. Fait que là, après ça, l'automne, ça reprend, et ils prennent pas le temps de réfléchir. Mais il n'y a rien de plus important que de réfléchir sur sa business. Pas juste passer son temps dans sa business. C'est ça ma prise de conscience.